Mon nom est Madison et j'ai 29 ans. J'avais passé des années à imaginer le moment où je respirerais enfin sans la pression qui me broyait les côtes, le jour où je me choisirais, sans m'excuser. Et ce moment est arrivé tranquillement, le matin où j'ai quitté mon emploi. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de porte claquée, juste un courriel calme et un doigt tremblant planant au-dessus du bouton d'envoi. J'ai déménagé dans une maison isolée au bord du lac dans le nord-ouest du Pacifique, un endroit de bois de cèdre et de brume. Mais ma paix a été brisée par une simple vibration. Ma mère appelait. Bienvenue sur la chaîne Quand le karma frappe. Je suis assise dans mon jardin aujourd'hui, regardant les poissons nager paisiblement. Cela me rappelle que la vie n'est pas toujours aussi calme que la surface le suggère, un peu comme la maison tranquille au bord du lac que Madison a trouvée. D'où regardez-vous? Avez-vous un endroit paisible préféré ou un jardin à vous? J'adore lire sur votre monde. Maintenant, revenons à Madison, car sa paix est soudainement brisée. Tout dans ma nouvelle maison sentait le cèdre et la terre humide. C'était un sanctuaire sensoriel loin des lumières fluorescentes et de l'anxiété constante du cabinet d'avocat. Pendant 3 jours, j'avais vécu dans un monde où le seul emploi du temps était la brume montante sur l'eau. Puis le téléphone a sonné. Le nom de Brenda sur l'écran ne ressemblait pas seulement à un appel. Cela ressemblait à une brèche de sécurité. Je l'ai fixé jusqu'à la dernière sonnerie, mon estomac se serrant en un œuf familier et déchiqueté. Quand j'ai enfin répondu, il n'y a pas eu de bonjour. Il n'y a pas eu de questions sur ma santé ou sur la façon dont je m'installais dans la maison de 520 000 $ que je venais d'acheter avec chaque centime de mon travail indépendant. Au lieu de cela, sa voix est arrivée comme une assignation. Nous emménageons demain, a-t-elle dit. Le ton était plat, définitif, et portait le poids de quelqu'un qui supposait que ma vie n'était qu'une annexe de la sienne. Ton père a dit que c'était bien, a-t-elle ajouté comme si le silence passif de Gary était un sceau d'approbation légale. Je me suis assise sur ma terrasse en bois, l'air froid me frappant le visage, mais je n'ai ressenti rien d'autre qu'une clarté soudaine et nette. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de trouver un moyen de les accueillir. C'était la vieille Madison, celle qui considérait ses parents comme une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Mais l'analyste en litige en moi a pris le dessus. J'ai réalisé que Brenda ne demandait pas une chambre. Elle organisait une prise de contrôle hostile. Elle a même ajouté avec une pointe plus froide et plus acérée, « Si tu n'aimes pas ça, tu peux trouver un autre endroit ». L'audace de cette phrase m'a frappé comme un coup physique. Elle me disait de trouver un autre endroit où vivre dans la maison que je possédais. Mes mains ont tremblé, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas supplié qu'elle comprenne mon besoin d'espace. Au lieu de cela, une étrange concentration électrique s'est installée sur moi. J'ai souri, bien qu'elle ne puisse pas le voir. J'ai réalisé qu'elle venait de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin pour cesser d'être une fille et commencer à être une propriétaire. J'ai raccroché le téléphone sans un mot, le silence du lac est revenu. Mais c'était différent maintenant. C'était le silence d'une salle d'audience avant l'entrée du juge. Je suis allé à mon bureau, mais pas résonnant sur le parquet. Je n'ai pas ouvert une valise pour faire mes bagages. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un fichier que j'entretenais discrètement depuis des années. Un dossier que j'appelais le grand livre familial. Ce n'était pas une dépression. C'était de la comptabilité. Au moment où la lune était haute au-dessus des pins, le tremblement de mes doigts avait cessé. Je n'étais pas une victime d'une invasion. Je préparais une surprise pour leur arrivée. J'ai ouvert la feuille de calcul que j'avais gardée cachée dans un lecteur protégé par mot de passe pendant 3 ans. La plupart des gens conservent des photos de leurs parents dans leurs archives numériques. Moi, je gardais des reçus, tandis que la lumière bleue de l'écran de l'ordinateur portable se reflétait dans mes yeux. J'ai réalisé que je n'avais pas été une fille pour Brenda et Gary depuis longtemps. J'avais été une investisseuse silencieuse dans leur version d'un mode de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient puisé à découvert pendant plus d'une décennie. Et ce soir, le compte atteignait enfin 0. J'ai commencé à faire défiler. Ça a commencé petit. 3 000 $ pour une réparation de voiture qui ne semblait jamais avoir lieu. 800 $ pour une facture de service public qui était censée être coupée dans une semaine. Mais ensuite, les chiffres ont commencé à gonfler, comme des bleus sur une page. Sur 12 ans, le total était stupéfiant. 115 000 $.
C'était le prix de mon statut de bonne fille. C'était un abonnement que j'avais payé mensuellement pour maintenir la paix, pour empêcher les côtes de se briser et pour maintenir l'illusion d'une famille en vie. Une entrée spécifique m'a coupé le souffle, les 24 000 $ que j'ai envoyés quand j'avais 24 ans. Je me souviens parfaitement de cette année. Je travaillais 80 heures par semaine au cabinet, vivant de café froid et d'adrénaline, dormant à peine. Brenda m'avait appelé hystérique, affirmant que Gary avait besoin d'une chirurgie de la vésicule biliaire d'urgence et que leur assurance avait une franchise massive qu'il ne pouvait pas payer. Gary était en arrière-plan, silencieux comme toujours, sa présence agissant comme un renforcement silencieux pour ses mensonges. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé mes modestes économies et contracté un prêt personnel pour couvrir le reste. Je pensais que je sauvais la vie de mon père. 3 mois plus tard, je suis rentré à la maison pour une visite surprise. Il n'y avait pas de cicatrice chirurgicale sur Gary. En fait, il a semblé confus quand j'ai demandé comment il se rétablissait, mais je l'ai vu. Caché au fond du placard de Brenda se trouvait un sac à main de créateur en édition limitée qui coûtait exactement 6 000 $. Et une série de reçus de spa haut de gamme qui représentaient le reste. Il n'avait pas utilisé l'argent pour un lit d'hôpital. Il l'avait utilisé pour des vacances de luxe pendant que je travaillais à en mourir pour rembourser le prêt. Quand j'ai confronté Brenda, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé et a dit « Tu as tellement de choses, Madison. Pourquoi ta mère ne devrait-elle pas avoir quelque chose de bien aussi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon amour était traité comme une marchandise. J'étais une ressource à exploiter, pas un être humain à aimer. Assise là dans ma maison du lac, regardant le total de 115 000 $, j'ai senti une vague de la fallacie des coûts irrécupérables essayer de m'engloutir. Une voix dans ma tête a murmuré que puisque j'avais déjà tant donné, je pourrais aussi donner ça aussi. Je pourrais aussi bien les laisser avoir la chambre d'amis. Mais ensuite, j'ai regardé le lac. La brume était épaisse et grise, cachant l'eau. Mais je savais que les profondeurs étaient froides et impitoyables. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'un audit. J'avais été la banque de la famille pendant 12 ans, et la banque était officiellement fermée aux affaires. J'ai commencé à rédiger une liste formelle de chaque dollar que je leur avais jamais envoyé. Chaque urgence, chaque prêt, chaque cadeau qui avait été extorqué par la culpabilité. Je n'ai pas ressenti de regret parce qu'il n'y avait pas de place pour cela. Il n'y avait que le bilan. J'en avais fini d'être une fille sur abonnement. À 6 heures du matin, le silence de la maison du lac fut brisé, non par le cri d'un huard, mais par la vibration nette et persistante de mon téléphone sur la table de nuit. Je n'eus même pas à regarder l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Brenda ne comprenait pas les fuseaux horaires ni les limites. Elle ne comprenait que ses propres besoins. Je pris l'appareil et vis une photo. C'était une photo granuleuse d'un camion de déménagement jaune vif garé dans une allée que je connaissais trop bien. La légende disait « Tout est chargé. Nous devrions être là à midi. Assurez-vous qu'il y a de la place dans l'allée pour la rampe. » Je fixai l'image du camion jaune massif, me demandant quelle carte de crédit ils avaient épuisée pour le payer, ou s'ils avaient utilisé le tout dernier argent volé de la ligne de crédit hypothécaire pour financer cette dernière invasion. Ils dépensaient leurs dernières miettes dans un pari, pariant que je serais trop faible pour les renvoyer une fois qu'ils seraient garés sur mon gravier. Je ne bondis pas du lit. Je ne ressentis pas le besoin frénétique de l'appeler et de crier qu'elle ne pouvait pas venir. Je me contentais de m'asseoir, l'air froid de la montagne me donnant la chair de poule sur les bras, et regarder les messages commencer à affluer comme une séquence d'attaques scénarisée. Brenda passait à son mode de combat principal, la carte de la mère sacrificielle. « Je n'arrive pas à croire que tu sois si difficile à ce sujet », lisait le texte suivant. Je fixais les mots « 9 mois ». Dans ma vie précédente, ces mots auraient été une laisse me ramenant à un état de conformité coupable. Mais en les regardant à travers la lentille d'une analyste en litige, j'y voyais un contrat défectueux. Un bail biologique de 9 mois n'accorde pas un droit de squatter à vie sur la santé mentale ou la propriété d'une fille adulte. Ma mère ne me considérait pas comme une personne. Elle me considérait comme un compte d'épargne à haut rendement qu'elle avait décidé de liquider sans préavis. Puis vint le renforcement. Gary rompit enfin son silence, bien que ce fût clairement dicté par Brenda. Madison, sois une personne mature ici, disait son texte. Ta mère est très stressée. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre logement et les nouveaux locataires emménagent demain. Nous n'avons littéralement nulle part où aller.
Ne brise pas le cœur de ta mère pour une chambre d'amis. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La manipulation était parfaite. C'était un mouvement de tenaille de culpabilité et d'urgence conçu pour me faire sentir comme un monstre si je ne rendais pas mes clés. Ils avaient intentionnellement brûlé leur propre pont pour s'assurer que je serais forcé de leur en construire un nouveau. C'était une manœuvre calculée pour me piéger dans un coin où mes seuls choix étaient une fille complaisante ou un méchant de la famille. Je me tenais près de la fenêtre et regardais la brume rouler du lac. Je ressentis une étrange curiosité détachée. Je me demandais s'il réalisait que dans tous ces messages, dans toute cette mise en scène émotionnelle, pas une seule fois il n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'avait demandé pourquoi j'avais quitté mon emploi ou si j'étais heureuse. Il ne venait pas me voir. Il venait occuper une ressource. La réalisation ne fit pas mal. Elle simplifia tout. Je ne répondis à aucun message. Je ne leur donnais pas le carburant d'une dispute. Les disputes sont pour les gens qui pensent encore qu'il y a un juste milieu à trouver. J'allais à la cuisine, préparer une cafetière de café noir et me rassis devant mon ordinateur portable. S'ils voulaient jouer à un jeu d'occupation à enjeux élevés, très bien. Mais ils entraient dans un tribunal, pas dans une réunion de famille. Je ne répondis pas au téléphone quand il sonna à nouveau 10 minutes plus tard. Je ne regardais même pas l'écran pour voir le visage de Brenda. Dans mon ancienne vie, j'aurais fait les 100 pas dans la cuisine, le cœur battant contre mes côtes, répétant une douzaine de façons différentes de dire non sans paraître ingrate. Mais cette Madison-là avait disparu. Elle avait été remplacée par une version de moi qui considérait toute cette situation comme un échec de fusion d'entreprise. Mes parents étaient la filiale tentant une prise de contrôle hostile de la société mère, et j'étais l'analyste en litige embauché pour y mettre fin. J'ai décidé d'appliquer la méthode du rocher gris. C'est une technique psychologique que j'avais étudiée pendant mes mois les plus sombres au cabinet. L'objectif est de se rendre aussi inintéressant, aussi insensible et aussi froid qu'un simple galet gris sur le sol. C'était une façon d'affamer Brenda du drame qu'elle recherchait. En devenant un rocher gris, je choisissais d'être un non-événement, quelqu'un qui n'offre aucun carburant émotionnel, peu importe à quel point il pique ou provoque. Pour un narcissique, le silence est la cour de justice suprême. Et j'étais sur le point de lui infliger une peine à perpétuité. Vous ne discutez pas. Vous n'expliquez pas. Vous ne vous défendez pas. Les narcissiques comme Brenda se nourrissent des réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant un rocher gris, je coupais son alimentation en oxygène. Je ne lui donnerais pas le plaisir d'une dispute ou la satisfaction de mes larmes. Je devenais un non-événement. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Je n'écrivais pas une lettre à ma mère. Je rédigeais un contrat de location à court terme formel. J'ai utilisé le même langage clinique et détaché que j'avais utilisé pendant des années dans les litiges à enjeux élevés. J'ai énuméré les termes avec une précision létale. Loyer mensuel, 3500 $. Le taux du marché exact pour une propriété de luxe au bord du lac dans ce comté. Dépôt de garantie, 7000 $, payable intégralement à l'entrée. J'ai ajouté des clauses concernant les heures de silence à partir de 9 h du soir, une politique strictement appliquée de non-fumeurs, et une disposition selon laquelle toute modification permanente de la propriété entraînerait une expulsion immédiate. Puis j'ai joint la feuille de calcul du grand livre familial en annexe. Je l'ai intitulé « Relevé des contributions familiales en cours de 2014 à 2026 ». Je voulais qu'il voie le chiffre 115 000 $ en noir et blanc. Ce n'était pas un appel émotionnel pour qu'ils reconnaissent mon sacrifice. C'était un compte rendu de la dette qu'ils avaient déjà accumulée. C'était la preuve que l'abonnement de ma loyauté avait été payé en totalité et que la facture était maintenant en souffrance. Je n'ai pas répondu par SMS. Je n'ai pas rappelé Gary. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel formel à leur compte partagé. L'objet était « Termes et conditions pour une occupation potentielle ». J'ai gardé le corps du courriel à une seule phrase froide, ci-joint les exigences légales et financières pour votre séjour dans cette résidence privée. Veuillez les examiner et faire authentifier tous les documents avant votre arrivée. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir. Pour la première fois en 29 ans, le sol sous mes pieds était le mien. Je ne réagissais pas à leur chaos. Je définissais les paramètres de leur existence dans mon monde.
Mon ordinateur portable brillait d'un autre genre de lever de soleil, celui fait de faits, de chiffres et de discrètes rétributions. J'ai pris une gorgée de mon café noir et j'ai regardé l'eau. La brume commençait à se dissiper, révélant le bleu froid et profond en dessous. J'étais prête. Je ne vérifiais plus seulement le grand livre. Je creusais les fondations de mon propre crédit. L'achat de la maison du lac avait nécessité une plongée profonde dans mon historique financier. Et si la banque m'avait donné son accord, quelque chose dans les petits caractères me tracassait, au fond de mon cerveau d'avocate. J'ai ouvert mon rapport de crédit complet, la longue liste clinique de chaque dette et de chaque demande associée à mon nom au cours de la dernière décennie. Et là, il y avait un élément, niché dans un sous-menu de compte clôturé, une ligne de crédit sur valeur nette immobilière, également connue sous le nom de HELOC. Le montant était de 40 000 $. Il était lié à l'ancienne maison de mes parents, celle qu'ils venaient de quitter. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il est devenu froid, comme l'eau au fond du lac. J'ai regardé la date d'ouverture du compte, le 12 juin 2024. Je me suis appuyé en arrière sur ma chaise, fixant l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Je me suis parfaitement souvenu de juin 2024. J'avais passé tout ce mois à Londres. Je travaillais sur une fusion transfrontalière qui exigeait que je sois dans un bureau sécurisé à Canary Wharf de 8 h du matin jusqu'à minuit tous les jours. Je n'avais pas été dans le pays, et encore moins chez un notaire dans ma ville natale. J'ai consulté mes anciens carnets de voyage et relevés bancaires de ce mois-là. Il n'y avait pas de vol de retour. Il n'y avait que des frais pour les trajets en métro de Londres et du café trop cher dans la capitale britannique. J'ai regardé la copie numérique de la demande de HELOC. Il y avait ma signature, ou plutôt une version d'elle. C'était une imitation exercée et tremblante de mon écriture, griffonnée sur un document qui me désignait comme co-garante pour 40 000 $. Ils n'avaient pas seulement puisé dans ma gentillesse. Ils avaient commis un vol d'identité. Ma mère avait conservé un dossier numérique de mes documents sensibles, de ma carte de sécurité sociale et de mes déclarations de revenus antérieures des années où j'avais géré leurs finances. Ils avaient contourné la vérification physique de la banque en utilisant un portail de demande en ligne et un notaire local qui était un ami de longue date de la famille. Quelqu'un qui n'a pas posé de questions quand ma mère a affirmé que j'étais en voyage d'affaires, mais avait déjà signé les papiers à l'avance. Ils ont transformé ma loyauté d'enfance en une arme numérique. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter de l'argent qu'ils savaient ne jamais pouvoir rembourser, utilisant ma cote de crédit parfaite comme garantie personnelle. Ce n'était pas une urgence familiale ou un malentendu. C'était un crime. La voix de ma mère au téléphone résonnait dans ma tête, « Nous emménageons demain. Ton père a dit que c'est bon. » Soudain, leur empressement à emménager dans ma maison avait un sens. Ils ne cherchaient pas seulement une chambre d'amis. Ils fuyaient l'épave du château de cartes financier qu'ils avaient construit, utilisant mon nom comme fondation. Ils avaient vendu leur maison pour couvrir d'autres dettes. Mais ces 40 000 $ étaient toujours là, planant au-dessus de ma tête comme une guillotine. Je me frottais les yeux, mais je ne me sentais plus fatigué. Je me sentais comme si j'étais de retour au tribunal, regardant un accusé qui venait d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'était le coup de grâce. En litige, il y a toujours une preuve qui fait s'effondrer toute la défense. C'était ça. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai simplement téléchargé le document et l'ai enregistré dans un dossier intitulé « Preuve ». L'arrivée. La trahison n'était pas une tempête soudaine. C'était une lente pourriture. J'avais finalement décidé de l'exposer à la lumière. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait aucun chemin pour redevenir une bonne fille, cette Madison était morte, enterrée sous 40 000 $ de dettes forgées. En regardant le premier vrai rayon de soleil frapper la surface du lac, j'ai réalisé que je ne protégeais plus seulement ma maison. Je me préparais à poursuivre mon passé. Le bruit des pneus sur le gravier annonça leur arrivée à midi pile. De la fenêtre du salon, j'observais le SUV noir s'engager dans mon allée, suivi de près par l'énorme camion de déménagement jaune que j'avais vu en photo. Il ressemblait à une ombre prédatrice suivant son éclaireur. Les deux véhicules s'arrêtèrent avec la confiance imméritée d'une armée envahissante. Brenda sortit la première, ses yeux balayant immédiatement le revêtement de cèdre et la vaste terrasse avec un air de satisfaction prédatrice. Elle ne regardait pas ma maison comme un lieu de guérison. Elle arpentait son nouveau royaume. Gary la suivit, les épaules voûtées,
portant la même expression absente qu'il avait eue toute ma vie, le visage d'un homme qui regardait sa femme allumer des feux et lui tendait simplement les allumettes. Ils ne frappèrent pas. Brenda poussa la porte d'entrée et entra dans le vestibule comme si elle franchissait une ligne d'arrivée. Elle ne me regarda pas. Elle regarda la poussière sur les plinthes. « Madison, tu aurais vraiment dû balayer avant que nous arrivions » s'écria-t-elle, sa voix résonnant sous les hauts plafonds. La critique arriva avant l'affection, comme toujours. Gary se tenait derrière elle, une ombre silencieuse dans l'embrasure de la porte. Je me tins fermement au centre du vestibule, bloquant physiquement le passage vers le reste de la maison. J'avais vu assez de procès pour savoir qu'une fois qu'ils auraient déplacé leur carton au-delà de ce seuil et dormi une seule nuit, ils pourraient revendiquer leur résidence. Je n'allais pas laisser une seule valise toucher mon sol tant que les termes n'étaient pas signés et que le piège n'était pas tendu. Je ne sciai pas. Je n'offris ni câlin ni verre d'eau. Je me tins simplement près de la table de la salle à manger où 3 épais dossiers blancs reposaient en une rangée soignée. « J'ai préparé quelque chose pour vous, dis-je. » Ma voix était calme, presque détachée. Brenda marqua une pause, une lueur de suspicion traversant son visage. « Oh, s'il te plaît, Madison, ne commence pas le drame, dit-elle, agitant la main d'un air dédaigneux. Nous avons roulé pendant des heures. Nous voulons juste nous installer dans notre chambre. Laquelle est la nôtre? Celle avec vue sur le lac? Je n'ai pas répondu. J'ai fait un geste vers la table. J'ai ouvert le premier dossier et je l'ai fait glisser vers elle. Ceci est l'audit détaillé des 12 dernières années, lui dis-je. 115 000 $. Chaque paiement de loyer que j'ai couvert, chaque facture médicale que j'ai payée. Chaque luxe que vous avez exigé sous le couvert d'une urgence. Le visage de Brenda se crispa. Tu es sérieuse, tu essaies de facturer tes parents, demanda-t-elle, sa voix montant dans ce registre familier d'indignation et de droit. Gary se déplaça inconfortablement, regardant le sol. Je ne la laissai pas finir. J'ai ouvert le deuxième dossier. Ceci est une copie de la demande de ligne de crédit hypothécaire de juin 2024, ai-je dit. 40 000 $. Elle comporte une signature qui ressemble remarquablement à la mienne, malgré le fait que j'étais à 3000 miles de là, à Londres, le jour où elle a été notariée. La couleur s'est drainée du visage de Brenda si vite que c'était presque cinématographique. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant et absolu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est un crime, mère. C'est un vol d'identité et une fraude bancaire. J'ai les dossiers de voyage et les preuves médico-légales pour prouver que je n'étais pas là. Et ne pensez pas que votre ami de la famille au bureau du notaire est en sécurité non plus. J'ai déjà rédigé une plainte formelle auprès du secrétaire d'État pour faire révoquer sa commission ainsi qu'une action civile pour négligence professionnelle. Je démantèle tout le réseau que vous avez utilisé pour me trahir. À commencer par quiconque a osé apposer un sceau légal sur vos mensonges. J'ai ouvert le troisième dossier. Ceci est un contrat de location à court terme. Si vous restez en tant que locataire. Vous paierez 3500 $ par mois. Vous signerez cet accord qui inclut une clause selon laquelle vous rembourserez les 40 000 $ que vous avez volés dans les 24 mois, où je remettrai ce deuxième dossier au procureur de district. L'explosion que j'attendais éclata enfin. Brenda hurla que j'étais ingrate, que j'étais un monstre, et que la famille ne se faisait pas ça. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'avaient pas d'écho. J'étais un rocher gris. J'étais un tribunal. J'étais la loi dans ma propre maison. Gary parla enfin, sa voix tendue. Madison, c'est extrême. Non, répondis-je doucement. Ce qui était extrême, c'était de supposer que vous pouviez prendre ma vie quand cela vous arrangeait. Vous pensiez que l'autorité voyageait avec vous. Ce n'est pas le cas. Elle est restée à la porte. Vous pouvez signer l'accord et payer votre chemin, ou vous pouvez remonter dans ce SUV et trouver un autre endroit. Le choix vous appartient entièrement, et pour une fois, vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat. Brenda regarda autour de la pièce, et pour la première fois, elle la vit pour ce qu'elle était, une forteresse qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle parut plus petite, soudain plus vieille. Ils ne signèrent pas. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Sans un mot, Brenda se retourna et sortit par la porte, ses talons claquant sèchement sur le bois. Gary la suivit, un renfort silencieux, jusqu'à la toute fin. Je me tins sur le pont et les regardai s'éloigner.
L'océan de pain vert engloutissant le SUV. La peur qui avait défini ma vie se dissipa dans une certitude froide et magnifique. J'étais enfin seul, et pour la première fois, j'étais en sécurité. Le bruit de leur moteur s'estompa au loin jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le vent dans les pins. Je suis resté longtemps sur le pont, à regarder le soleil descendre vers les montagnes. Le lac était d'un bleu profond et imperturbable, faisant écho au calme qui était enfin revenu dans ma maison. Dans les films, ce moment aurait été bruyant, une partition musicale triomphante ou un effondrement dramatique en larmes. Mais ma victoire fut silencieuse. Ce fut le bruit d'une lourde porte qui se verrouillait enfin. Ce fut le sentiment d'une dette réglée, non pas avec de l'argent, mais avec la vérité. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé les 3 dossiers blancs posés sur la table. Ils ressemblaient à de simples fournitures de bureau, mais ils étaient les plans de ma libération. Je les ai ramassés et les ai mis dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres. 115 000 $ de soutien documenté. 40 000 $ de dettes forgées. Ces chiffres ne définissaient plus ma valeur. Ils définissaient la distance que j'avais parcourue pour me sauver. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et j'ai réalisé que pour la première fois en 29 ans, je n'attendais pas que la catastrophe se produise. Je ne me préparais pas à un appel téléphonique. Je vivais simplement. Au cours des semaines suivantes, le silence de la maison du lac est devenu mon meilleur ami. Je n'ai plus eu de nouvelles de Brenda ni de Gary. Il n'y a plus eu de messages sur le devoir familial ou les cœurs brisés. Lorsque vous montrez à un prédateur la cage que vous avez construite pour lui, il revient rarement pour tester les barreaux. J'ai passé mes matinées à regarder la brume et mes après-midi à marcher le long du rivage. J'avais échappé à la pression écrasante de mes côtes, et à sa place, j'ai trouvé une force constante et tranquille. En repensant à cette nuit-là, je me suis rendu compte de quelque chose que beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre. On nous apprend souvent que la famille est un contrat inconditionnel, un lien qui justifie tout sacrifice de soi. Mais j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle portant un masque plus doux. Si vous vous trouvez dans une situation où votre paix est traitée comme une marchandise, rappelez-vous que vous êtes autorisé à effectuer un audit de votre propre vie. Vous êtes autorisé à évaluer le coût de votre loyauté. Nous restons souvent dans des situations toxiques à cause du coût irrécupérable. L'idée que parce que nous avons déjà tant donné, nous devons continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais la vérité est que la seule façon d'arrêter de perdre est d'arrêter de payer. Le pardon est une belle chose, mais ce n'est pas une exigence pour votre guérison. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'être froid et clinique. Parfois, la seule façon de trouver votre voie est de laisser le silence parler. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est simplement l'acte de vous libérer de l'attente qu'ils changeront un jour. Je n'ai pas reçu d'excuses et je n'ai pas récupéré mes 40 000 $, mais j'ai récupéré mon avenir. J'ai appris que « non » est une phrase complète et que les limites ne sont pas destinées à punir les autres. Elles sont destinées à protéger la version de vous qui a enfin appris à respirer. Si vous vous tenez aujourd'hui devant votre propre bouton d'envoi, tremblant et effrayé, sachez simplement que la paix de l'autre côté vaut chaque effort. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà dû tracer une ligne dure avec votre famille pour sauver votre propre santé mentale, faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre paix vaut le prix de leur inconfort. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est autorisé à se choisir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de réappropriation et de justice.